À l'occasion du premier anniversaire de sa disparition, retour sur un destin hors norme, sur le règne le plus long de la couronne d'Angleterre, ou la véritable histoire de Sa Majesté, la reine Elisabeth II. Nous sommes le 12 juillet 1933. Un photographe réalise une séance de photos du prince Albert, duc d'York, entouré de son épouse, Elizabeth Bowes-Lyon, et de leurs 2 enfants, 2 ravissantes petites filles, Margaret, qui fêtera ses 3 ans dans quelques semaines, et une certaine Elisabeth, 7 ans. Celui qui découvrirait ces clichés aujourd'hui sans reconnaître une partie de la famille royale d'Angleterre pourrait penser qu'il s'agit de parents, un brin endimanchés, avec leurs petites filles aux robes soignées, aux boucles blondes, nonchalamment travaillées. Car en ce mois de juillet 1933, l'heure est à l'insouciance. Bien sûr, en janvier de la même année, Adolf Hitler est devenu chancelier en Allemagne. Certes, le krach boursier de 1929 a laissé sur la paille de nombreuses entreprises et a appauvri des milliers de familles. Mais force est de constater que pour Elisabeth, sa sœur et ses parents, la vie est plutôt douce. Sur l'un des clichés, on peut voir une future reine, qui ne le sait évidemment pas encore, rire aux éclats assise sur les genoux de son papa, lui aussi hilar, tout comme son épouse, visiblement surprise de ce fou rire général. Un portrait d'une famille heureuse, comme il en existe un certain nombre à cette époque en Angleterre. Comment pourrait-il en être autrement ? En 1933, ses 2 parents et leur progéniture appartiennent à la famille royale. Ils ont très peu d'obligations et à l'inverse beaucoup de privilèges, car quand le roi George V rendra l'âme, c'est son fils aîné, le futur Édouard VIII, qui lui succédera. Son frère, le prince Albert, et donc père d'Elisabeth et de Margaret, s'accommode très bien de cette situation. Depuis petit, il souffre de bégaiement, alors moins il peut s'exposer et prendre la parole lors d'événements officiels, mieux il se porte. Au contraire, mener une vie paisible avec son épouse et ses 2 filles l'enthousiasme plus que tout. Elisabeth, du haut de ses 7 ans, est donc loin de se douter, elle aussi, que dans 3 ans, son destin va basculer. Alors quand elle prend la pause face à ce photographe du jour, elle s'amuse. Malgré ses soquettes blanches, ses souliers vernis, sa robe bouffante, Lilibet, comme on la surnomme dans la famille, n'a que faire des conventions. Elle rit, joue avec son père, un naturel qu'on ne lui connaît guère. Elle qui a régné pendant 70 ans, 7 mois et 2 jours, en dissimulant avec talent la moindre de ses émotions. Une vie de dévotion à ses 130 millions de sujets à travers le monde, mais avant d'assumer ses hautes responsabilités, Elisabeth a vécu une enfance des plus insouciantes. Tout commence à 2h40 ce 21 avril 1926. C'est à cette heure avancée qu'Elizabeth Alexandra Mary a décidé de faire son entrée dans le monde, non sans mal. Sa mère, Elizabeth Bowes-Lyon, que l'on connaîtra plus tard comme la reine-mère, a dû subir une césarienne après 20 heures de travail interminable. Elisabeth voit ainsi le jour en pleine nuit dans la résidence londonienne de ses parents maternels, le comte et la comtesse de Strathmore. La demeure est située au 17 Bruton Street à Mayfair, l'un des quartiers les plus luxueux de la capitale anglaise, niché entre Soho, Covent Garden, Westminster et Hyde Park. L'accouchement se déroule presque normalement pour une famille londonienne de ce début du XXe siècle. Presque, car un petit détail interpelle. Pour cette naissance, William Johnson Hicks, le ministre de l'Intérieur en personne, est venu assister à l'événement. Mais que vient faire un ministre dans l'intimité d'une naissance ? Impensable aujourd'hui pourtant. À l'époque, c'est une obligation. Car depuis 1688 et la suspicion de complot lors de l'épisode de la bassinoire, je vous rappelle que quelqu'un aurait tenté de remplacer le bébé de la femme de Jacques II par un autre, le gouvernement anglais a pour mission de vérifier toute naissance d'un potentiel futur candidat à la succession. En 1926, la petite Elisabeth n'est certes que 3e dans l'ordre de la succession au trône après son oncle et son père, mais les dirigeants politiques anglais ne préfèrent prendre aucun risque. Si un jour, par le plus grand des hasards, ce nouveau-né était amené à gouverner l'Empire britannique, autant certifier dès ses premières heures de vie qu'il s'agit bien de la bonne personne. 1 mois après sa naissance, la petite et vraie Elisabeth est baptisée dans la chapelle privée de Buckingham Palace avec, excusez du peu, de l'eau du Jourdain. Elle passe ses premières années à Piccadilly, dans la maison londonienne, acquise par ses parents, quelque temps après sa naissance. Oh, comme la vie est douce pour Elisabeth alors qu'elle apprend tout juste à marcher. Elle est pourtant bien éloignée du quotidien de princesse dont rêvent de nombreuses petites Anglaises à la même époque. Bien entendu, Elisabeth est choyée par des nurses, habillées dans des robes aux matières nobles, mais ce qui intéresse la petite fille, ce ne sont pas les services à thé délicats ou les bibelots en or qui l'entourent du matin au soir. Petite fille, Lilibet se passionne plus que tout pour les animaux.
On l'emmène alors régulièrement à la campagne où la princesse semble être la plus heureuse au milieu des vaches, des cochons et des chevaux. Dans le livre qu'elle lui a consacré, son ancienne nanny, Marion Crawford, surnommée Crawfie, se souvient de ce que lui confiait la future Élisabeth II alors qu'elle était encore une enfant. « J'aurai beaucoup de vaches, des chevaux et d'enfants. Et si jamais je suis reine, je ferai une loi, il n'y aura pas de chevaucher le dimanche, les chevaux doivent aussi se reposer. » Même si à cette époque la petite fille a peu de chance de monter un jour sur le trône, elle semble pourtant envisager cette éventualité. Si jeune et déjà visionnaire. Ce qui frappe tous les visiteurs qui ont le loisir d'approcher l'enfant chéri du duc et de la duchesse d'York, c'est sa vivacité. En 1928, alors qu'elle n'a que 2 ans, oui 2 ans, la petite Élisabeth rencontre pour la première fois un certain Winston Churchill. L'homme politique au verbe haut, à la mâchoire carrée et à la posture imposante est alors chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire ministre chargé des Finances et du Trésor. La rencontre entre ce politicien à brun bougon et la petite Élisabeth peut paraître surprenante. Pour lui, elle est carrément stupéfiante. Celui qui deviendra son premier ministre 24 ans plus tard n'oubliera jamais cette première entrevue au château de Balmoral en Écosse. Il s'empresse d'écrire à sa femme une lettre dans laquelle il évoque Élisabeth, 2 ans et déjà une forte personnalité. C'est un vrai personnage. Elle a un air d'autorité et de sagacité étonnant chez un tout petit. L'avenir lui donnera raison. Cependant, l'heure est au bonheur simple d'une enfant, certes royale, mais pas du tout promise pour le moment à diriger un empire si vaste que, dit-on, le soleil ne se couche jamais. En grandissant, Élisabeth tiendra fermement les rênes, mais uniquement des chevaux, dont elle se prend vite d'affection. Cette passion éclot à l'automne 1928. La petite fille séjourne avec ses parents dans le Northamptonshire. C'est là qu'elle découvre des poneys, juments et autres étalons. Elle passe de longs moments dans les écuries à les observer. Petit à petit, elle s'initie vraiment à l'équitation. Elle n'a pas 4 ans qu'elle demande à monter à cheval dans les Royal Mews, les écuries royales du palais de Buckingham. Quelques mois plus tard, son grand-père, le roi George V, lui offre un poney Shetland répondant au doux nom de Peggy. Alors forcément, rien de surprenant quand à 6 ans, elle est totalement capable de trotter sans l'aide de personne, sauf que depuis quelque temps, elle n'est plus la seule dans la course à l'attention. Élisabeth est bien entendu le rayon de soleil de ses parents, mais aussi de ses grands-parents, son grand-père, le roi George V, et sa grand-mère, la reine Mary. Cependant, le 21 août 1930, Margaret, sa petite sœur, pointe le bout de son nez. D'aucune façon, l'aînée ne montre de jalousie. Au contraire, elle prend sous son aile celle qui va devenir sa meilleure amie pour la vie. Pour une raison simple, d'amis, Élisabeth et sa sœur Margaret en auront très peu durant leur enfance. Elles sont élevées à l'abri du peuple britannique, mises sous cloche pour grandir et devenir de parfaites demoiselles, prêtes à faire un bon mariage. Mais en attendant, Élisabeth endosse le rôle de la grande sœur protectrice. Elle surnomme Margaret Bud, bouton de rose, car selon elle, elle n'est pas encore une rose, seulement un bouton. Elle lui transmet bien vite sa passion pour les chevaux, lui indique comment se tenir quand elles font des sorties officielles. Son conseil est simple: imite-moi en tout et ce sera parfait. Les 2 jeunes sœurs sont élevées un peu comme des jumelles. Elles sont notamment habillées avec les mêmes vêtements. Seule la taille change. Chaussures Oxford marron, manteau avec col de velours et petit chapeau ajusté avec un élastique. Cette image de famille idéale plaît aux Anglais. Ils se prennent d'affection pour ces 2 petites têtes blondes à la frimousse espiègle. On donne le nom d'Élisabeth à des porcelaines, des hôpitaux et même des chocolats. Élisabeth comprend rapidement qu'elle appartient à la famille la plus célèbre d'Angleterre, la famille royale. Et surtout, qu'elle y tient une place importante. Alors, avec déjà un caractère bien trempé, elle n'hésite pas à tancer quiconque lui manquerait de respect selon elle. Lorsqu'elle visite un navire de guerre, le commandant l'invite à venir s'asseoir sur la chaloupe. « Venez, petite madame !» Élisabeth, du haut de ses 7 ans, de répliquer « Je ne suis pas une petite madame, je suis une princesse. » Oui, en anglais, l'a-t-elle dit. Pas encore reine, certes, mais une facilité à rabrouer et diriger comme une souveraine. C'est une évidence pour tous ceux qui croisent son chemin. L'emploi du temps des princesses est rythmé par les leçons qu'elles reçoivent de précepteurs qui se déplacent chez elles. Il est évidemment hors de question qu'elles fréquentent les bancs des écoles, fussent-elles privées et élitistes. Elles passent la plupart de leur temps avec leurs nurses, et c'est seulement le soir que leurs parents partagent avec elles des moments complices, notamment au moment du bain, où les batailles d'eau sont fréquentes. Une existence hors du temps, aseptisée, sans surprise, qui rassure Élisabeth, elle qui aime maîtriser tout ce qui l'entoure, parfois peut-être un peu trop. Sa nanny racontera des années après
comment cette petite fille prenait un soin tout particulier à diviser ses bonbons en petits tas parfaitement égaux en nombre pour les manger à intervalles réguliers, là où à l'inverse sa petite sœur Margaret, au tempérament plus volcanique, prend elle un malin plaisir à engloutir les sucreries en un temps record. Mais les tocs de vérification ne s'arrêtent pas là. Il arrive qu'Elisabeth se lève plusieurs fois pendant la nuit pour s'assurer que ses chaussures sont bien rangées et ses vêtements correctement pliés. Toute sa vie et durant tout son long règne, la reine gardera cette rigueur qu'ils seront beaucoup à admirer, autant qu'à critiquer. Pourtant, cette existence douce et légère ne pouvait pas durer éternellement. Le roi George V tombe malade. Il souffre d'une bronchopneumopathie chronique et de pleurésie. Élisabeth, qui aime jouer avec lui, doit renoncer à ses petits plaisirs. Son grand-père est désormais trop faible pour suivre l'énergie débordante de sa petite fille. Hélas, le 20 janvier 1936, il s'éteint entouré de son épouse, la reine Mary, et de ses enfants. Pour abréger ses souffrances, les médecins lui ont administré de la morphine. Pour Élisabeth, cette disparition est une première blessure dans sa vie de princesse, jusqu'alors soigneusement protégée. Mais le temps effacera sa peine, d'autant que la jeune fille a désormais 10 ans et se réjouit de participer aux festivités qui entoureront le sacre de son oncle, Édouard VIII, le nouveau roi. Ah, si seulement la succession du roi George V avait été si simple. Cette fois, le destin d'Élisabeth vient de basculer. À tout juste 10 ans, elle comprend que la prochaine à monter sur le trône, c'est elle. Comment se préparer à une telle charge ? À 10 ans, la petite Élisabeth n'en a aucune idée, mais très rapidement, elle comprend l'importance de s'investir totalement dans cette mission qui l'occupera à vie. Arrêtons-nous un instant sur ce 12 mai 1937, une date hautement symbolique puisque c'est ce jour-là qu'est couronné le père de la princesse, le nouveau roi George VI. Parmi les photos qui ont fait le tour du monde, l'une d'elles mérite que nous nous y attardions. Sur le balcon de Buckingham Palace, toute la famille royale est réunie pour saluer la foule. Le protocole voudrait que George VI soit mis en avant. C'est son couronnement, c'est son moment. Mais souvenez-vous, le fils cadet du regretté roi George V souffre de bégaiement. Rien de pire ne pouvait lui arriver que d'être propulsé en pleine lumière et de devoir prononcer des discours à tour de bras partout sur la planète. Alors au balcon, ce jour-là, le monarque n'emmène pas large. Le visage figé, pour ne pas dire crispé, il dénote derrière sa fille Élisabeth, qui, elle, au premier rang, capte tous les regards. Ceux de la foule amassée en contrebas, mais aussi les regards des autres membres de la famille royale. La future reine inonde déjà de son aura. À travers ce couronnement, ce n'est pas le roi, son père, qui salue le peuple anglais. C'est surtout sa fille, la future reine, qui se présente à ses sujets. D'ailleurs, Élisabeth se confie sur cet événement quelques jours plus tard dans un compte-rendu manuscrit de 6 pages qu'elle offre à ses parents, en racontant notamment le moment où elle s'est avancée face à la foule. Puis nous sommes allés sur le balcon de Buckingham, où des millions de personnes nous attendaient en dessous. Alors, sauf votre respect, des millions, sans doute pas, mais du monde, oui, et par milliers, peut-être même dizaines de milliers. Dans tous les cas, Élisabeth prend très à cœur ce nouveau statut de première dans la liste de succession de son père. Pendant 16 ans, la princesse va donc se consacrer entièrement au destin qui est le sien, devenir la 6e reine du royaume. Pour cela, elle peut compter sur son père. Il l'autorise notamment à lire avec lui les documents contenus dans les énigmatiques mais très célèbres boxes, ces malles rouges estampillées du monogramme royal dans lesquels sont envoyés chaque jour au roi des documents extrêmement confidentiels de la part du Premier ministre notamment. Élisabeth est appliquée. Elle enregistre un maximum d'informations qui lui seront bien utiles plus tard. À la même époque, alors qu'elle a environ 13 ans, on lui attribue un nouveau tuteur, Sir Henry Martin, le vice-président du collège d'Eton, un pensionnat pour garçons très réputé. Il se déplace 2 fois par semaine et enseigne à la future reine l'histoire et les rouages de la Constitution britannique. Jusqu'à présent, elle n'avait reçu qu'un enseignement sommaire sur des matières comme la littérature, la lecture, la poésie. Désormais, elle veut rattraper ce temps perdu et arriver armée quand elle devra prendre la succession de son père. Mais une fois de plus, son emploi du temps millimétré, parfaitement maîtrisé, va voler en éclats comme les obus allemands sur le palais de Buckingham. La Seconde Guerre mondiale a débuté et les Anglais, comme la famille de George VI, ne sont pas épargnés. À 3 reprises, la résidence royale est bombardée. Winston Churchill supplie bien la reine Elisabeth de trouver refuge au Canada avec ses filles, comme l'ont déjà fait les familles royales de Norvège et du Danemark. Mais la réponse de la reine-mère ne laisse planer aucun doute. Les enfants ne peuvent pas partir sans moi, moi je ne peux pas quitter le roi, et le roi n'abandonnera jamais son pays. Du courage, le roi George VI, son épouse Élisabeth et leurs 2 filles n'en manquent pas
pendant ce conflit. Pour rassurer leur sujet, les parents visitent des blessés de guerre dans les hôpitaux pendant qu'Élisabeth et sa sœur Margaret s'adressent aux jeunes Anglais. Nous sommes le 13 juin 1940, Élisabeth a tout juste 14 ans. Et en son nom et celui de sa sœur, elle prononce un discours à destination des jeunes auditeurs de la BBC dans l'émission Children's Hour. Il s'agit de la première déclaration officielle de la future reine Élisabeth II. Nous savons, chacun de nous, qu'à la fin tout ira bien. Car Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Et quand la paix viendra, souvenez-vous que ce sera nous, les enfants d'aujourd'hui, de faire du monde de demain un endroit meilleur et plus heureux. Et ça marche. Entre la fougue de Winston Churchill qui galvanise les troupes, la solidarité de la famille royale, les Anglais reprennent du poil de la bête et tiennent bon. Élisabeth, elle, veut aller encore plus loin dans l'effort de guerre et rejoint le service territorial auxiliaire féminin. Elle se forme comme mécanicienne et conductrice de camions militaires. Et enfin, après 5 années d'une guerre impitoyable, le 8 mai 1945, la guerre est officiellement terminée. À Londres, comme partout en Europe, la joie éclate. Élisabeth compte bien, elle aussi, fêter cet événement comme elle n'aura plus l'occasion de le faire de toute son existence. Londres est en liesse. Les journaux comme The Times, The Guardian ou le Daily Telegraph éditent pour la première fois depuis 6 ans les prévisions météorologiques. Car dès le printemps 1939, décision avait été prise de supprimer cette page météo dans ces journaux pour ne pas renseigner l'aviation ou la marine allemande. Avant que la vie retrouve progressivement son cours d'avant, des milliers d'Anglais sortent dans les rues pour partager cette victoire sur l'Allemagne nazie. Parmi eux, de nombreux adolescents et jeunes adultes qui se retrouvent pour déjeuner tous ensemble, chanter, danser. Témoins directs de cette euphorie grandissante, les 2 princesses, Élisabeth et Margaret, veulent elles aussi être de la fête. Le roi leur père, pour une raison jamais vraiment dévoilée, accepte. La future reine Élisabeth II, accompagnée de sa sœur, va donc pouvoir se mêler à la foule, à ces sujets totalement incognito. Les 2 princesses ne sortent pas seules pour autant, livrées à elles-mêmes. Ils sont une dizaine à les escorter discrètement. Parmi ces chaperons, on compte notamment une cousine, une dame de compagnie. Habillée de son uniforme militaire, casquette vissée sur la tête, Élisabeth goûte à la joie de déambuler dans Londres sans être reconnue. Privée jusqu'à présent de relations sociales, mis à part celle avec des membres de la famille royale, la future reine découvre au plus près à quoi ressemble une soirée festive pour des Londoniens. 40 ans plus tard, elle a évoqué ce moment insolite. L'une des plus mémorables de toute ma vie, même si elle n'emmenait pas large à la croire. Nous étions terrifiés d'être reconnus. J'ai donc tiré ma casquette militaire sur mes yeux. Je ne pense pas que les gens aient réalisé qui faisait partie de la fête. J'imagine qu'ils pensaient juste voir là un groupe de jeunes gens ivres. Je me souviens de vieilles dames légèrement choquées. Imaginez donc, Élisabeth, celle qui incarnera la pure tradition britannique et la rigueur anglaise pendant plus de 70 ans, aurait donc offusqué des ladies alors qu'elle n'avait pas encore 20 ans. Oh, quelle soirée! La seule de toute son existence où elle n'a pas eu à jouer de rôle, où sa spontanéité, son insouciance ont pu s'exprimer comme elle le désirait, sans protocole, sans jugement, sans conséquence. Bientôt, une nouvelle ère s'ouvrira, celle de son règne, le plus long, juste derrière un certain Louis XIV en France. De retour sur le plus grand des événements, son couronnement. Quel était le poids de la couronne et le poids d'un tel rôle? Comment la future reine s'est-elle préparée à cet événement? Qui a décidé que le couronnement devait être retransmis à la télévision dans le monde entier? Ce couronnement, comme quelques 277 millions de spectateurs dans le monde qui ont pu le vivre en direct, vous l'entendez. Pour la 6e fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre 2 haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. Quelques heures auparavant, il est 10h15, ce 2 juin 1953, lorsque le Gold Stagecoach, un somptueux carrosse doré datant du XVIIIe siècle, tiré par 8 chevaux majestueux, franchit les grilles de Buckingham Palace et emprunte le Mall vers Trafalgar Square en direction de l'abbaye de Westminster, le lieu du couronnement. À l'intérieur du carrosse se retrouve évidemment la jeune reine Élisabeth, 27 ans, mais aussi son époux, le prince Philippe, duc d'Édimbourg.
Ils se sont mariés dans cette même abbaye 6 ans auparavant, mais aujourd'hui la situation est différente. Dans quelques minutes, une hiérarchie va s'établir. Ce commandant de la Royal Navy va devoir jurer fidélité et soumission à sa propre épouse devenue sa reine. Avec le temps, il apprendra à vivre dans l'ombre de sa femme. Pour le moment, l'heure est à la fois solennelle et festive. Ce couronnement, c'est l'événement que des millions de citoyens attendent au Royaume-Uni, mais aussi dans de nombreux pays. La Seconde Guerre mondiale, qui a décimé les populations, appauvri le vieux continent et fait perdre foi en l'humanité, s'est terminée il y a à peine 8 ans. Les peuples ont besoin de rêver, d'oublier, ne serait-ce qu'un temps, les atrocités du conflit, les maris perdus, les fils mutilés, les tickets de rationnement. Alors, en 1953, cette reine au port altier, au teint diaphane, aux yeux bleus perçants, est une bouffée d'oxygène dans un quotidien encore bien difficile pour les 550 millions d'Européens. Rien d'étonnant donc à ce que les médias du monde entier aient fait le déplacement pour couvrir l'événement. On dénombre plus de 2000 journalistes ce jour-là, quelques 500 photographes venus de 92 pays. Tous veulent une seule chose, immortaliser le moment où la reine passera devant eux dans ce trajet qui l'amène à l'abbaye de Westminster. Et ils ne sont pas seuls. Plus de 3 millions de spectateurs ont pris place sur tout le trajet que doit emprunter le cortège royal. Certains ont même dormi sur place. Rien n'est trop beau pour celles qu'ils ont vues naître, grandir et bientôt être sacrées. Lilibet n'est plus, bientôt Élisabeth II régnera. Mais avant de savourer ce moment si solennel, la reine et son entourage ont dû veiller à chaque détail pour que tout soit prêt le jour J. Revenons 1 an en arrière. Le voyage ne pouvait pas être plus idéal. En janvier 1952, Élisabeth II et son mari, le duc d'Édimbourg, remplacent le roi George VI pour un séjour officiel en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils savent que le monarque a de graves problèmes de santé. Il souffre d'un cancer et il y a 1 an, il a subi l'ablation d'une partie du poumon. Mais pour le moment, aucun message de Londres ne leur est parvenu. C'est donc que le monarque résiste, non ? Mais le 6 février, la terrible nouvelle tombe. Alors qu'ils ont fait escale au Kenya, Philippe apprend que le roi a trépassé. C'est lui qui doit annoncer la nouvelle à son épouse. Certains diront qu'elle a éclaté en sanglots avant de se reprendre et de ne plus laisser transparaître sa peine. D'autres, au contraire, affirment qu'Élisabeth n'aurait pas versé une seule larme. Le devoir avant tout, le roi est mort, vive la reine. Élisabeth II, c'est elle qui a choisi son nom de souveraine, écourte donc le voyage officiel et rentre directement à Londres. Il faut désormais organiser son couronnement. Dans moins de 16 mois, elle deviendra la reine de 130 millions de sujets. Et telle une star d'Hollywood que l'on prépare pour un film à succès, rien ne doit être laissé au hasard. Au sein de la royauté, une tradition a traversé les siècles. C'est au duc de Norfolk que revient la tâche extrêmement délicate d'organiser le couronnement. Bernard FitzAlan Howard, 16e duc de Norfolk, est un habitué de tels événements. En 1937 déjà, c'est lui qui, en toute discrétion, avait veillé au bon déroulé du sacre du père d'Élisabeth, le roi George VI. Il a l'œil sur tout. Les installations le long du parcours royal, la décoration intérieure de l'abbaye, le service de sécurité. Les mois qui précèdent l'événement, il met sa vie entre parenthèses en vue de cette date tant attendue, du 2 juin 1953. Et il n'est pas le seul. De nombreuses couturières, on parle même de milliers, s'activent pour que les tapis, les étendards ou encore les chaises qui portent le monogramme d'Élisabeth II soient prêts. Et qui dit couronnement dit robe spécialement confectionnée pour l'occasion. C'est le styliste anglais Norman Hartnell qui est choisi. En tout, 9 allers-retours sont nécessaires pour parvenir à la robe souhaitée par la reine. Élisabeth ne veut qu'aucun des Dominions, ces anciennes colonies britanniques alors États membres du Commonwealth, ne soit mis de côté. Alors le styliste intègre à la robe des éléments caractéristiques de ces pays. La rose Tudor d'Angleterre, le chardon d'Écosse, le poireau de Pays de Galles, le trèfle pour l'Irlande du Nord, l'acacia d'Australie, la feuille d'érable du Canada, la fougère argentée de Nouvelle-Zélande, le protéa d'Afrique du Sud, les 2 fleurs de lotus pour l'Inde et Ceylan, et le blé, le coton et la jute du Pakistan. Ouf, ils sont tous là. Élisabeth est une perfectionniste. Pour cet événement mondial, Sa Majesté veut tout anticiper. Il ne s'agirait pas, par exemple, de tomber lors de son entrée dans l'abbaye de Westminster. Alors, elle s'entraîne. Très régulièrement, accompagnée de ses 6 dames de compagnie, elle utilise un drap en remplacement de sa future traîne, le pose sur ses épaules et elle s'exerce à marcher d'un pas lent et assuré. Des chaises sont utilisées pour symboliser le carrosse.
Mais surtout, le défi de la reine est de parvenir à supporter sans se faire mal au cou et sans la faire tomber surtout, la couronne impériale que l'archevêque de Canterbury déposera sur sa tête durant la cérémonie. Le joyau est la réplique exacte de la couronne créée pour la reine Victoria en 1838, mais avec une monture plus légère. Par souci de confort, la hauteur totale a été réduite de 2,5 cm. Mais le poids reste toujours important, 910 grammes. Alors Élisabeth II la porte quand elle prend son thé, quand elle lit son journal ou quand elle s'affaire à son bureau. Des décennies plus tard, son fils et l'actuel roi, Charles III, a confié dans un documentaire l'avoir vue à maintes reprises avec cette couronne, notamment une fois alors qu'il prenait le bain avec sa sœur Anne. 70 ans plus tard, le 6 mai dernier, Charles III, à son tour, a porté cette même couronne lors de son sacre. Pendant les mois qui précèdent son couronnement, Élisabeth II ne doit pas seulement résister face au poids de la couronne, elle doit également faire face à une tragédie, de poids elle aussi. 1 an après la mort de son père, le roi George VI, c'est sa grand-mère, la reine Mary, qui s'éteint. Le 24 mars 1953, elle pénètre dans l'abbaye de Westminster, non pas pour les répétitions de son couronnement, mais pour dire au revoir à son aïeul. À 27 ans, avec 2 piliers en moins autour d'elle, la jeune reine apprend chaque jour un peu plus à faire entendre sa voix, à argumenter, à gouverner. Alors quand elle a l'idée de faire entrer les caméras dans l'abbaye pour filmer son couronnement, elle doit combattre la réticence farouche de son Premier ministre, Sir Winston Churchill. Il ne comprend pas pourquoi la reine s'entête à vouloir rendre mondial cet événement, mais la souveraine est ferme et obtient gain de cause. Seule l'Eucharistie et l'onction sacrée ne seront pas filmées, Élisabeth les considérant trop intimes pour être dévoilées. Encore un peu de patience, le grand jour approche à grands pas. Il reste à présent 4 jours avant le couronnement. La robe est prête, le parcours est balisé entre le palais de Buckingham et l'abbaye de Westminster, et la reine s'astreint à un régime d'athlète et même drastique. À en croire ce que les gazettes en ont rapporté, les derniers jours, Élisabeth se nourrit principalement d'œufs durs pour ralentir son transit et absorbe beaucoup de sel pour réduire le fonctionnement de ses reins et de sa vessie. Il faut dire que la journée va ressembler plutôt à un marathon. Le matin du couronnement, les journaux relatent l'exploit d'une équipe d'alpinistes britanniques. Ils ont réussi à gravir l'Everest, le sommet le plus haut du monde, après 32 ans de tentatives infructueuses. Les astres sont alignés. Le Royaume-Uni a décidément le vent en poupe. Aux abords du parcours, les spectateurs se sont amassés. Ce sont donc près de 3 millions de personnes qui applaudissent sous un ciel maussade et une météo pluvieuse le passage de la reine. À 11h, enfin, Élisabeth II pénètre solennellement dans l'abbaye de Westminster comme son père 16 ans auparavant et ses aïeux depuis plusieurs siècles. Lentement, entre 2 haies formées par les délégués de 72 nations, les princes des plus vieilles familles d'Europe, les Rajas de l'Inde, les rois d'Afrique et les cheikhs d'Arabie, elle marche vers le sanctuaire. Au premier rang, le duc d'Édimbourg. Au centre du chœur, le trône antique de Saint-Édouard, sur lequel furent couronnés tous les rois d'Angleterre. Parmi les 8251 invités présents dans l'abbaye, on repère tout de suite Queen Mum, la mère d'Élisabeth II, sa sœur Margaret et entre les deux un petit garçon de 4 ans et demi, son fils Charles. C'est la première fois de l'histoire de la monarchie britannique qu'un enfant assiste au couronnement de sa mère. Et parmi les clichés qui traverseront les décennies, l'un d'entre eux s'est particulièrement fait remarquer. Dessus, on y voit le prince Charles entre sa grand-mère et sa tante, le coude droit sur la rambarde et la main supportant sa tête à la moue boudeuse. On apprendra des années plus tard que le garçonnet était notamment vexé parce que le coiffeur officiel lui avait coupé les cheveux trop courts et les avait trop gominés aussi. Le couronnement, quant à lui, se déroule comme prévu. Pendant près de 4 heures, c'est l'archevêque de Canterbury qui orchestre l'événement. Messieurs, je vous présente la reine Élisabeth, votre reine indiscutée à laquelle vous êtes tous venus ce jour rendre hommage. Êtes-vous prêts à la reconnaître comme telle ? Et à cette question, un God Save the Queen retentit dans la salle. Élisabeth II reste concentrée durant toute la cérémonie, le visage fermé, avec peu de sourire. Elle ne veut commettre aucun faux pas. Assise sur un fauteuil de velours rouge, elle jure de gouverner chacun de ces pays selon leurs lois et coutumes respectives, de faire droit à la loi et à la justice avec miséricorde, de défendre l'Église d'Angleterre et de préserver ses évêques et son clergé. Elle reçoit alors les insignes du pouvoir, l'épée de l'État, le globe, le sceptre à la croix et le sceptre à la colombe.
Mais le moment le plus émouvant de cette cérémonie est à venir. La reine s'y est préparée des journées entières. Elle l'a portée à de maintes reprises dans l'espoir de muscler son cou. La magnifique mais lourde couronne impériale, sertie de 1000 pierres précieuses, apparaît. Il est 12h34 et l'archevêque de Canterbury s'avance vers Élisabeth II, lève de ses 2 mains tendues vers le ciel la couronne pour que tout le monde puisse l'admirer, puis il la dépose sur la tête frêle de cette jeune souveraine. Au même moment, tous les pères présents dans l'abbaye se couvrent à leur tour de leur couronne médiévale. Désormais, tous doivent lui témoigner leur soumission. Le premier à s'agenouiller devant cette nouvelle reine, le premier à retirer sa couronne, à se mettre à genoux et à joindre les mains, c'est le prince Philippe, duc d'Édimbourg, le mari de la reine. Pour lui, cette soumission à sa propre femme est une épreuve. Ce commandant de marine, à la personnalité dominante, avait déjà cédé sur le nom de famille de ses enfants. Il souhaitait qu'il prenne le sien, Mountbatten. La tradition l'a emporté et Charles et Anne ont hérité du nom maternel de Windsor. Mais là, devant des millions de téléspectateurs, se prosterner devant son épouse est un moment délicat pour le duc. Cependant, il s'exécute. Il sait qu'il s'agit d'un passage obligé et qu'en épousant Élisabeth II, il s'est aussi marié avec une dynastie royale où chaque membre doit savoir garder sa place. Voici donc ces mots. « Moi, Philippe, duc d'Édimbourg, je me soumets à vous, je deviens votre vassal, je vous consacre ma vie et mon corps, je m'engage à vous soutenir contre tout homme pour la vie et pour la mort, que Dieu me soutienne. » Puis le duc se redresse, baise la joue gauche de la reine. Le règne d'Élisabeth II peut commencer. Il durera plus de 70 très longues années. Mais malgré les apparences, le couronnement ne s'est pas exactement passé comme il aurait dû. Durant cette cérémonie millimétrée à 30 secondes près, quelques fausses notes se sont en effet faufilées. Tout d'abord, Élisabeth a oublié de faire la révérence au moment où elle le devait. L'archevêque Fisher ne s'est pas avancé au bon moment, décalant la cérémonie. Et le doyen de Westminster n'a pas tendu à la reine, lui aussi au bon moment, l'assiette où elle devait déposer un sac d'or. Mais surtout, alors qu'elle était agenouillée devant l'autel, la reine n'a pas réussi à se redresser seule. D'une part, car les attributs royaux étaient un poids supplémentaire, mais aussi car le drap d'or de sa robe royale s'est emmêlé dans les fils d'or du tapis. Elle aurait alors chuchoté à l'archevêque de Canterbury « Relevez-moi ». C'est fini. Au milieu des vivas et des fanfares, le cortège s'avance. Pour la 38e fois, le vieux décor de Westminster a vu la couronne descendre sur une tête. Précédé des porte-étendards, parmi lesquels le maréchal Montgomery porte les couleurs royales, précédé des chefs des gouvernements alliés à la couronne venus d'Ottawa, de Colombo, du Cap, de Karachi ou de Canberra, dont Sir Winston Churchill ferme la marche, la reine regagne son carrosse de conte de fées. À sa sortie de l'abbaye, la foule est en liesse. Imaginez, ils sont près de 3 millions à acclamer Élisabeth II. Des Anglais, bien sûr, mais aussi des Néo-Zélandais, des Sud-Africains, des Canadiens, des Australiens, des Allemands, des Français. Ce jour-là, le Royaume-Uni est au centre de l'Europe, du monde même. Malgré la pluie qui s'est invitée à ce couronnement, des familles ont dormi dans Hyde Park pour être certaines d'apercevoir la nouvelle reine. Dans son carrosse, Élisabeth II a retrouvé le sourire. Elle salue ses sujets pendant le trajet qui la sépare de Buckingham Palace. Car si le couronnement à l'abbaye de Westminster est terminé, la journée de la reine, elle, est loin de toucher à sa fin. Le protocole exige notamment qu'elle réalise une série de photographies officielles, seule et en famille. C'est le célèbre photographe Cecil Beaton qui a été retenu pour prendre ses clichés. Il n'a pas été choisi au hasard. Beaton est un habitué de la famille royale. Il a déjà shooté la princesse Elisabeth pendant la Seconde Guerre mondiale, quand elle avait 16 ans, habillée en tenue de grenadier. En février 1943, il fait la une de Time, toujours avec Elisabeth, mais cette fois devant un tableau de Fragonard. C'est lui aussi qui, le premier, photographie le prince Charles et la princesse Anne. Bref, Cecil Beaton et la famille royale, c'est une histoire de confiance et de longue date. Le photographe a minutieusement choisi le lieu de la séance. Ce sera dans la Green Drawing Room. La reine est appliquée et se laisse guider. Cecil Beaton lui demande de prendre la pose devant un décor reconstitué de l'abbaye de Westminster. Et vous vous en doutez, elle porte nécessairement ses attributs royaux durant toute la séance. De profil, entre le sceptre à croix dans la main droite, le globe dans la main gauche et surtout la pesante couronne de près d'1 kilo sur sa tête. Cependant, Sa Majesté donne le change. Beaton confiera plus tard que l'ambiance était plutôt décontractée. La reine, elle, lui avouera que la couronne lui pesait.
Il faut dire qu'elle la porte à présent depuis plus de 3 heures, qu'elle suit un emploi du temps extrêmement resserré et qu'elle n'a pas encore eu une minute à elle pour souffler. Car une fois la séance terminée, les obligations de la souveraine sont encore nombreuses. Elle doit notamment aller se présenter à la foule à plusieurs reprises. Les badauds ont même réussi à percer les barrières de sécurité et se sont regroupés devant les grilles du palais de Buckingham. Entourée de son mari, Philippe, de sa mère, que les Anglais appelleront à vie Queen Mum, de ses enfants Charles et Anne, de sa sœur la princesse Margaret et d'autres membres de la famille royale, Élisabeth II s'avance et de la main droite salue ses sujets depuis son balcon. Elle leur adressera un discours récapitulant cette date historique. Pendant toute cette mémorable journée, j'ai été inspiré et soutenu parce que je savais que vos pensées et vos prières étaient pour moi. Je me suis en toute sincérité engagé à votre service, comme tant d'entre vous se sont engagés au mien. Toute ma vie et de tout mon cœur, je m'efforcerai d'être digne de votre confiance. Ce lien si étroit entre la reine et son peuple durera plus de 70 ans, un record, vous l'avez compris. À Londres, ce 2 juin 1953, la ferveur populaire se poursuit très tard dans la nuit. Installés le long de la Tamise, les spectateurs savourent les feux d'artifice qui illuminent le ciel. D'autres célèbrent ce sacre en trinquant au champagne dans les restaurants chics ou à la bière dans de nombreux pubs de la capitale anglaise. Dans les rues, sur les trottoirs, des petits drapeaux et des couronnes en papier doré recouvrent le sol. Une nouvelle ère s'ouvre dans le Commonwealth, tandis qu'Élisabeth II sombre, elle, dans un profond sommeil bien mérité, alors que ce couronnement fait entrer la monarchie de plein pied dans la modernité. 277 millions. C'est le nombre de téléspectateurs qui ont assisté au couronnement de la reine Élisabeth II. Qui aurait pu imaginer qu'autant de citoyens à travers le monde se seraient intéressés au sacre de celle qu'on appelle communément la reine d'Angleterre? Personne. Sauf peut-être la reine elle-même. C'est elle, sur les conseils de son mari, le prince Philippe, qui a tenu à ce que sa cérémonie soit retransmise à la télévision et contre l'avis de son Premier ministre, Sir Winston Churchill, je vous le disais. La BBC est chargée de filmer l'intégralité de l'événement. C'est un défi de taille car il faut se coordonner avec les autres pays qui diffuseront eux aussi en direct le couronnement. En France, par exemple, en 1953, peu de foyers possèdent une télévision. On note cependant qu'en vue de cet événement, la vente de récepteurs augmente fortement. D'ailleurs, lors des 4 jours qui précèdent le couronnement, des émissions en direct de Londres sont organisées pour attiser la curiosité des téléspectateurs français. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une télévision, ils se rassemblent devant les vitrines de magasins, dans les cafés, en famille ou entre amis. C'est le cas de l'oncle d'Élisabeth II, le roi éclair Édouard VIII, devenu duc de Windsor. La reine ne l'a pas invité à la cérémonie, alors il regarde le couronnement de sa nièce depuis la France, où il a trouvé refuge avec son épouse Wallis Simpson. De l'autre côté de la Manche, 20 millions d'Anglais suivent la retransmission. 50 caméras filment le parcours du cortège royal et 20 autres sont dissimulés dans l'abbaye de Westminster. Le pari est réussi. Pour la première fois au Royaume-Uni, l'audience de la télévision dépasse celle de la radio. L'enregistrement du film est aussi envoyé dans les heures qui suivent le couronnement par avion dans d'autres pays, notamment au Canada et aux États-Unis. La reine Élisabeth a eu raison de tenir tête à son Premier ministre. Jusqu'en 1969 et le premier pas de l'homme sur la Lune, son couronnement sera l'événement le plus regardé à la télévision. Europe 1, historiquement vôtre. D'après l'insouciance de sa jeunesse et son couronnement, je vous raconte celui qui a lié son destin au sien, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, et le couple qu'ensemble, ils ont formé pour l'éternité. Quelle est la clé de leur union qui a duré pour l'éternité? Qu'est-ce que le prince aimait en tout premier chez elle, qui est devenue reine? Comment s'est-il accommodé d'être le mari de la reine? Il était une fois, en juillet 1939, une jeune princesse de 13 ans qui s'apprête à rencontrer son prince charmant. Voilà comment pourrait commencer notre récit sur l'histoire d'amour entre Élisabeth et Philippe, duc d'Édimbourg. En effet, en 1939, Philippe, alors prince de Grèce et de Danemark, étudie comme cadet au Collège royal militaire de Dartmouth. Il souhaite notamment s'engager dans la Royal Navy et en ce début d'été, sa rencontre avec Élisabeth va changer ses plans, sa vie, mais celle de la future reine aussi.
Ce jour-là, dans cette ville du sud-ouest de l'Angleterre, le roi George VI, son épouse Élisabeth et leurs 2 filles, Élisabeth 13 ans et Margaret 8 ans, sont attendus pour visiter le Collège Royal. Mais il y a un problème. Une épidémie de rayons vient d'être découverte sur le campus. Alors Philippe est mandaté pour s'occuper des 2 princesses et éviter qu'elles ne contractent cette maladie extrêmement contagieuse. L'étudiant de 18 ans accepte. Mais Philippe aime se mettre en avant. Alors il propose aux 2 jeunes filles une partie de tennis. Sportif depuis son plus jeune âge, c'est l'occasion pour le jeune et faible d'impressionner les 2 princesses jusqu'alors préservées de toute approche masculine. Et ça marche. Élisabeth tombe instantanément sous le charme de ce grand blond viking au sourire ultra bright. Malheureusement, les 2 jeunes gens n'auront pas le loisir de se revoir de sitôt. Moins de 2 mois plus tard, la guerre éclate et Philip Mountbatten s'engage dans la Royal Navy au service de l'armée britannique. Cependant, Élisabeth, qui dit-on a conservé une photo de Philippe dans sa chambre, s'accroche et engage avec lui une relation épistolaire. Ce prince de Grèce et de Danemark lui fait tourner la tête à un premier amour qu'elle envisage être l'unique, et elle n'est pas la seule. À plusieurs reprises, l'oncle de Philippe, Louis, qui s'occupe de son neveu, essaye de convaincre le roi George VI de laisser les 2 tourtereaux se fiancer. No, c'est un refus catégorique. Les 2 parents d'Élisabeth sont plutôt très réservés sur cette idée de mariage. Le roi George VI trouve sa fille trop jeune pour s'engager. Il ne souhaite pas qu'elle s'abandonne à son premier amour et aimerait qu'elle profite un peu plus de sa vie de princesse. Quant à la reine, sa femme, elle assume préférer pour sa Lilibet un mariage avec un noble anglais, pure souche. Il se dit même que dans la sphère privée, Elizabeth Bowes-Lyon surnommerait Philippe le Hun, en référence à ses origines allemandes. Le jeune homme va donc devoir s'armer de beaucoup de patience et de persuasion. Revenons à ses débuts. Philippe naît le 10 juin 1921 sur l'île de Corfou en Grèce. Il a donc 5 ans de plus qu'Élisabeth. Il est le 5e enfant et seul fils du prince André de Grèce et de la princesse Alice de Battenberg. Mais cette naissance dans un cadre privilégié ne suffit pas quand la guerre éclate entre la Grèce et son voisin la Turquie. Les membres de la famille royale ne sont plus en sécurité. C'est le roi George V, le grand-père d'Élisabeth, qui leur envoie un bateau pour que la famille soit mise à l'abri. Le départ est précipité dans l'urgence. On raconte que le prince Philippe, 18 mois, quitte Corfou emmailloté dans un panier d'oranges. Dès lors, pour Philippe, c'est la descente aux enfers. Tandis que la princesse Élisabeth grandit dans un univers ouaté et surprotégé, Philippe, lui, est plus ou moins livré à lui-même. Ses parents ne parviennent pas à gérer la situation. Sa mère se réfugie vite dans la religion, mais elle commence surtout à être victime de dépression. On dit même qu'elle divague. Elle affirme avoir une relation avec Jésus, qui lui aurait envoyé une photo dédicacée. Les médecins posent un diagnostic. Alice souffrirait de schizophrénie. Un jour, on emmène Philippe, 9 ans, pour un pique-nique. À son retour, sa maman n'est plus là. Elle a été internée à la demande de sa famille dans un sanatorium en Suisse. Il n'a même pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Il ne la reverra hélas plus pendant 5 ans. Son père abandonne également sa famille. Quant à ses 4 sœurs aînées, elles se marient avec des princes allemands. Philippe se retrouve donc seul. Il fréquente différentes écoles en France, en Allemagne et en Angleterre, souvent très strictes, levé à 5h30, douche froide, classe avec courant d'air, footing. Le sport occupe une place importante, aussi importante même que les études. Philippe s'y plaît. À Londres, il devient même capitaine de l'équipe de hockey et de cricket. Il a l'âme d'un leader. C'est d'ailleurs dans cette même école que plus tard, il enverra son fils Charles pour qu'il s'endurcisse en vin. On parle évidemment de Gordonstoun, qui se trouve en Écosse et qui est l'école sœur de Salem en Allemagne. Mais la jeunesse du futur duc d'Édimbourg est semée de catastrophes. Sa sœur adorée Cécile, son mari et 2 de leurs enfants meurent dans un crash d'avion. Philippe part en Allemagne pour leur enterrement. Dans le cortège funèbre, à 16 ans, il est pris en photo à côté de militaires nazis. Plus tard, ces clichés ressortiront et seront utilisés pour affirmer qu'il était proche de l'idéologie d'Hitler. Son oncle, Lord Louis Mountbatten, amiral de la Royal Navy, le prend sous son aile. C'est un peu le fils qu'il n'a jamais eu et lui transmet sa passion pour la mer, la navigation, la marine. C'est ainsi qu'il intègre le Collège Royal Naval, dans lequel il rencontre donc en 1939 la jeune princesse Élisabeth. Sans discontinuer, pendant la Seconde Guerre mondiale, la princesse et son prince s'envoient des lettres. Élisabeth est patiente et sait qu'un jour, il deviendra son époux. La guerre terminée, les 2 amoureux prennent l'habitude de se retrouver au château de Balmoral, en Écosse.
Élisabeth aime leurs longues balades dans la nature, leurs parties de chasse, voir Philippe faire le pitre en portant son kilt le soir au son des cornemuses, une tradition là-bas. Et puis un jour, pendant l'été 1946, certains disent au sommet d'une colline romantique, Philippe fait sa demande de fiançailles. Pour l'occasion, il a fait fabriquer une bague chez l'un des joailliers les plus réputés de Londres. Le bijou est hautement symbolique. Il est serti d'un diamant de 3 carats issu d'une tiare qui a appartenu à sa mère, la princesse Alice de Battenberg, qu'on doit appeler Mountbatten, puisqu'il fallait évidemment changer tous les noms depuis 1915. Les noms un peu trop allemands sont devenus un peu plus britanniques. Que va répondre Élisabeth ? Elle, le modèle de droiture, d'exemplarité, qui a appris et promis respecter le protocole à la lettre ? Son père, le roi, n'a jamais donné son accord pour cette union. Et pourtant, pour la première et certainement la dernière fois de sa vie, elle lui désobéit. Elle accepte la demande de cet homme qu'elle aime secrètement depuis 7 ans. Et Élisabeth a eu raison. Finalement, ses parents reviennent sur leur position et s'enthousiasment pour ce mariage, à quelques conditions seulement. S'il veut prendre pour épouse leur fille, et donc la future reine d'Angleterre, Philippe va devoir tirer un trait sur un certain nombre de ses caractéristiques. Tout d'abord, il doit abandonner son titre de prince de Grèce et de Danemark. Il doit également se convertir à l'anglicanisme, la religion d'État. Et enfin, il adopte officiellement le nom de Mountbatten pour faire définitivement plus anglais. Il s'agit du patronyme de sa mère, Battenberg, traduit, comme je vous l'ai dit, littéralement en anglais, Mountbatten, qui est également le nom de son oncle qu'il a pris sous son aile, Lord Louis Mountbatten. L'annonce officielle des fiançailles peut enfin avoir lieu. Au Royaume-Uni, cette nouvelle est reçue avec ferveur, car le pays traverse plusieurs crises. Tout d'abord, il est plongé dans le marasme économique après 6 années d'une guerre terrible. Ensuite, des émeutes meurtrières terrifient l'Inde en pleine indépendance. Enfin, en Palestine, des actes terroristes se multiplient à l'encontre des forces britanniques. Alors, comme le dit Winston Churchill, ces fiançailles sont un éclair de couleur sur la route difficile qu'il nous faut emprunter. Philippe doit à présent trouver sa place au sein de cette famille, la plus célèbre à travers le monde. Le 20 novembre 1947, le jour du mariage est enfin arrivé entre la princesse Élisabeth et Philippe, le duc d'Édimbourg. Le roi George VI lui a décerné ce titre le matin même de cette union, en plus de celui de comte de Merioneth, de baron Greenwich et le prédicat d'Altesse royale. En revanche, la préparation de ce royal wedding a suscité quelques tensions. Par exemple, aucune des sœurs de Philippe n'a été conviée. Elles ont épousé des princes allemands, je vous l'ai dit, mais un peu trop proches de hauts dignitaires nazis. Oui. Alors forcément, au sortir de la guerre, dans une ville où l'armée allemande a tenté de torpiller Buckingham Palace et de tuer la famille royale, cela serait très mal vu de voir débarquer à Londres d'anciens proches d'Hitler. En revanche, la mère de Philippe, longtemps éloignée de son fils, fait le déplacement. Il a d'ailleurs utilisé des diamants de sa tiare pour le magnifique bracelet qu'il a offert à sa future épouse Élisabeth. Le mariage est en tout point réussi. Philippe Mountbatten et Élisabeth ne peuvent pas être plus heureux. La future reine insiste même pour promettre l'obéissance à son mari, ce que Diana refusera de faire 50 ans plus tard. Les jeunes mariés reçoivent 2583 cadeaux au total. Oui, je ne les ai pas tous comptés, mais ils sont inscrits dans la liste. Le gouvernement français a notamment fait parvenir un service de Sèvres. Gandhi a spécialement tissé un pagne et une étudiante canadienne a envoyé une paire de bas nylon, un bien rare et luxueux à l'époque en Angleterre. La princesse et le duc d'Édimbourg élisent domicile à Clarence House sur le Mall. La bâtisse est mitoyenne du palais de St. James. Aucun nuage à l'horizon. Les jeunes mariés ont la vie devant eux pour profiter l'un de l'autre. Le roi, le père d'Élisabeth, George VI, est encore jeune. Il devrait logiquement gouverner pendant encore 2 ou 3 décennies. Philippe, que la vie n'a pas toujours épargné, semble avoir trouvé son équilibre auprès de sa tendre princesse. Il s'en confie à sa belle-mère. La chérir, le mot n'est pas assez fort pour décrire ce que je ressens. Je remercie Dieu pour Lilibet et le couple que nous formons, elle et moi. Comble du bonheur, le 14 novembre 1948, leur fils Charles voit le jour. La succession au trône est d'ores et déjà assurée. Alors quand en 1949, Philippe est envoyé à Malte pour commander un navire de la marine britannique, Élisabeth l'accompagne avec grand plaisir. Il loge à la Villa Guardamangia, un palais construit en pierre de sable au centre duquel s'étend un jardin exotique de 900 mètres carrés. Oliviers, palmiers, citronniers, les tourtereaux savourent ce jardin d'Éden, loin de l'étiquette et des obligations de la monarchie britannique. Pendant que Philippe est aux anges,
aux commandes d'un navire, le HMS Checkers, Elisabeth découvre les bonheurs simples d'une jeune mariée. Ils organisent des réceptions, pratiquent des sports nautiques, se baladent sur les plages désertes. Mais ce que le jeune couple pensait être le début d'une vie douce et longue n'est en réalité qu'une courte parenthèse avant que leur destin ne bascule. Car quand le roi George VI rend son dernier souffle en février 1952, tous leurs projets volent en éclats. Si Elisabeth est préparée à l'éventualité de devenir reine du jour au lendemain, Philippe, lui, vit ce décès comme un coup près. Il sait qu'il ne pourra plus faire carrière dans la marine, qu'il va devoir se dévouer corps et âme à sa reine, accessoirement son épouse. Aussi étonnant que cela puisse paraître pour cette époque, les rôles sont inversés. À Elisabeth, les responsabilités du travail, et non des moindres. Elle est à présent à la tête de 130 millions de sujets. À Philippe, les tâches familiales. C'est lui qui est le plus présent à la maison, pour s'occuper des enfants notamment. Alors, tandis que la nouvelle souveraine Elisabeth II travaille d'arrache-pied les premières années de son règne, Philippe lui semble sombrer dans une certaine dépression. Le marin ne trouve pas sa place parmi les gentlemen anglais. Il a le sentiment d'avoir les mains liées, de ne plus être libre. Il prend comme un affront la décision de lui refuser que ses enfants aient pour patronyme Mountbatten Windsor. « Je suis une foutue amibe », l'aurait-on entendu pester. Il est dépossédé de tout, décisionnaire de rien. À Clarence House, il se sentait chez lui. Il avait supervisé la décoration, il connaissait chaque recoin de la maison. Et on l'oblige à déménager à Buckingham Palace et ses 775 pièces. Une prison dorée, oui. Il n'a même pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur lui-même. Alors, l'officier de marine à 32 ans a besoin d'une soupape de décompression et fuit le palais dès qu'il le peut pour aller dîner avec des amis. Rédacteur en chef de journaux, acteur, financier, ce groupe forme la Thursday Club. Et Philippe Mountbatten, bel homme, en profiterait, selon les rumeurs, pour noyer sa tristesse dans les bras d'autres dames. Les journalistes s'intéressent de près à ces sorties nocturnes. Pour autant, jamais aucun d'entre eux n'a réussi à prouver l'infidélité du duc d'Édimbourg. Mais avec de tels ragots, le mariage entre Élisabeth II et le prince Philippe risque à tout moment de péricliter. À l'automne 1956, le couple est en crise. Philippe prend la mer pour officiellement inaugurer les Jeux Olympiques de Melbourne. Mais en réalité, il part pendant plusieurs mois. Naviguer, c'est ce qui l'apaise depuis tout jeune. Alors là, loin de l'étiquette étriquée et austère de la monarchie, il retrouve petit à petit sa joie de vivre. Il explore de nouveaux territoires, partage des soirées entre marins, discute à bâton rompu. Élisabeth, de son côté, ne cherche pas à le rejoindre, à lui faire entendre raison. La reine est intelligente et sage. Elle comprend que son époux a besoin d'une certaine latitude pour revenir plus apaisé. Et puis elle accepte aussi de faire un pas vers lui. Elle lui octroie le titre de prince et donne son autorisation pour que leurs enfants portent en plus de Windsor le patronyme de Philippe, Mountbatten. Le couple a compris que pour tenir, chacun allait devoir faire des concessions. Désormais, la répartition des rôles sera plus claire. Si dans toutes leurs apparitions officielles, Philippe reste en retrait, au propre comme au figuré, puisque la règle lui impose de toujours marcher de pas en arrière de Sa Majesté, en privé, ils redeviennent égaux. Et Philippe ne ménage pas son épouse. Qui pourrait imaginer que dans l'intimité, il la surnomme Cabbage, mon chou, ou Sausage, ma saucisse. Quand le rideau tombe et que la souveraine se mue en épouse, Philippe peut lui aussi déposer le masque et redevenir cet homme taquin qui avait séduit la princesse. Un jour, ils se trouvent en visite sur la grande barrière de corail et s'arrêtent sur une plage sublime. Philippe veut nager, Élisabeth refuse et lui lance alors « Ne vous comportez pas comme une grand-mère ». Qui, à part Philippe, pourrait parler ainsi à la reine ? Personne. Car la souveraine a aussi trouvé en lui un allié de taille. Dans l'ombre, il la pousse à sortir de sa zone de confort. Ils ne sont pas seulement un couple, mais véritablement une équipe. C'est le duc d'Édimbourg qui incite la reine à diffuser à la télévision son couronnement en 1953. Mais c'est aussi lui qui la force à accepter de tourner dans le documentaire Royal Family en 1969. Pendant un an, une équipe de télévision filme les réunions officielles de la reine, mais surtout sa vie quotidienne. Barbecue en famille, Charles, leur fils aîné, qui concocte une sauce de salade, Élisabeth II qui apparaît tout sourire face aux caméras, le couple Élisabeth-Philippe dépoussière un brin la monarchie et ils ont la valeur travail en commun. À eux deux, ils ont accompli à peu près 14 fois le tour de la Terre, soit près de 2 millions de kilomètres. Ce sont des globetrotters royaux qui utilisent notamment pendant 44 ans leur royal yacht, le HMS Britannia. Il mesure 127 mètres de long, pèse 6000 tonnes et reçoit des chefs d'État, des ambassadeurs, des hommes d'affaires. Parcourant les mers à son bord, le couple visite ainsi
Plus de 135 pays accostent dans plus de 600 ports différents. Symbole de leur attachement à cette ambassade mobile lors du désarmement du yacht Royal en 1997, la reine, d'habitude si impassible, ne réussit pas à retenir ses larmes. Car cette année-là, elle fête également ses 50 ans de mariage avec son mari. 50 années durant lesquelles ils ont été solidaires dans l'adversité. Les 3 divorces de leurs enfants, la mort de Lady Diana, l'incendie du château de Windsor, à l'issue duquel d'ailleurs le prince Philippe repeint les vitraux de la chapelle. Mais être marié à la reine, c'est aussi parvenir à la délester de certaines tâches. Ainsi, Philippe est extrêmement actif comme prince consort. Entre 1952 et 2017, date à laquelle il prend sa retraite officielle, il assume plus de 22 000 engagements. Il convainc aussi la reine de lui octroyer le droit de s'occuper de la gestion des grands domaines royaux, Windsor, Sandringham et Balmoral, où il transforme les terres en agriculture biologique. C'est lui qui transmet à leur fils Charles sa fibre écologique. Et malgré sa froideur habituelle, la reine mesure précisément à quel point, depuis leur union, le prince Philippe est son roc irremplaçable. Voici comment elle le remercie lors d'un discours officiel en 1997. À plusieurs reprises, nous avons discuté de mes discours et comme vous pouvez l'imaginer, il a exprimé son opinion d'une manière tout à fait ferme. Il est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les compliments, mais je dois dire qu'il a été ma force et mon soutien durant toutes ces années. Et moi, ainsi que sa propre famille, tout comme ce pays et beaucoup d'autres, ont une dette envers lui, bien plus grande que nous pouvons l'affirmer ou même imaginer. Pendant 73 ans, ce couple royal est resté soudé face à l'adversité. Mais quelle est donc la recette de cette longévité ? Comment, avec la pression qui pèse sur leurs épaules, ont-ils réussi à ne pas céder et à rester unis ? La réponse est presque trop simple pour y croire. Le rire. Si la reine se montre impassible, voire froide lors de ses déplacements ou interventions, elle peut rapidement esquisser un sourire en présence de son cher et tendre mari, car Philippe a la boutade facile, avec plus ou moins de réussite. Un jour, en voyage en Écosse, il discute avec un moniteur d'auto-école et lui confie ses doutes. « Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que vous arrivez à trouver des hommes assez sobres pour passer leur permis de conduire. » Les Écossais ont dû apprécier. Une autre fois, un ancien soldat qui a perdu ses 2 jambes en Afghanistan, le prince Philippe lui suggère de mettre des roulettes pour aller plus vite. Et lorsqu'il est en Chine, il demande aux étudiants britanniques de ne pas rester trop longtemps, sinon ils vont avoir les yeux bridés. On ne pourrait plus ce genre de boutade aujourd'hui. Mais comment réagit Sa Majesté aux blagues régulièrement déplacées de son incontrôlable époux ? Bien sûr, parfois elle semble embarrassée, mais la plupart du temps elle rit. Elle rit, oui, et elle n'y peut rien. Elle semble aimer l'humour de son époux, ce décalage entre toutes les personnes qui sont à son service et ne manie que le premier degré. Et cet homme qui dénote dans le paysage monarchique. Il ose dire tout haut ce que peu de personnes n'oseraient même pas penser tout bas. Mais l'admiration que porte la reine à son époux ne s'arrête pas là. Car Philippe n'est pas seulement ce sportif qui aime s'adonner au polo ou au cricket. C'est également un peintre sensible, capable de réaliser des toiles tout à fait poétiques. Ainsi, en 2010, Le Monde découvre une peinture, Le Petit Déjeuner de la Reine, château de Windsor, réalisée par Philippe en 1965 et sur laquelle les spectateurs devinent Elisabeth II au petit matin dans sa salle à manger de Windsor, lisant son journal et écoutant la radio. Alors, comment ne pas être ému à notre tour quand la souveraine lui rend un vibrant hommage en décembre 2021, alors qu'à 99 ans, le prince Philippe vient de tirer sa révérence quelques mois plus tôt. Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s'amuser dans n'importe quelle situation étaient irrépressibles. Ce sentiment espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois. Ils se marièrent, eurent 4 enfants, et sont désormais réunis pour l'éternité. Europe 1, historiquement vôtre. Ce 4e épisode, après son histoire d'amour avec le prince Philippe-Pierre, son autre amour, Cocorico, celui pour la France. Quelle était la région qu'elle aimait visiter en secret ? Comment prononçait-elle le mot foie gras ? Et sa relation avec la France a-t-elle eu des répercussions sur la politique et les liens entre nos 2 pays ? Europe 1, historiquement vôtre. Pour son premier voyage dans un pays que ne couvrent pas les plis du pavillon britannique, la princesse Élisabeth d'Angleterre a choisi la France et Paris. Et Paris, dès son arrivée, a voulu lui montrer la sympathie de son peuple. Accompagnée de son mari, le duc d'Édimbourg, l'héritière de la couronne la plus lourde s'est d'abord rendue à l'Élysée.
où le président de la République l'a salué au nom de la France et lui a remis le grand cordon de la Légion d'honneur, en même temps qu'il décorait de la Croix de guerre le duc d'Édimbourg. Nous sommes au printemps 1948. La princesse Elisabeth a 22 ans. Il y a moins d'un an, au mois de novembre précédent, elle a épousé le lieutenant de la marine britannique et duc d'Édimbourg, Philip Mountbatten. C'est d'ailleurs sur un ferryboat gouverné par Philippe que le couple traverse la Manche pour accoster en France. Quel honneur pour l'Hexagone et son président, Vincent Auriol. Il lui remet alors le grand cordon de la Légion d'honneur. Élisabeth II est ainsi la 9e femme à recevoir cette distinction. La princesse a réservé son premier voyage de jeune mariée à la douce France et visiblement, elle ne peut rêver mieux. C'est la première fois en effet que je quitte le sol britannique et je suis particulièrement heureuse que ce soit pour venir en France, dira-t-elle à son arrivée. Durant 4 jours, la future reine Elisabeth II et son époux découvrent Paris, ses monuments emblématiques comme l'Arc de Triomphe et la tombe du soldat inconnu devant laquelle ils se recueillent. Plus tard, elle revêt une somptueuse robe de gala et Philippe un élégant smoking pour se rendre à l'Opéra Garnier. Elle est accueillie par des « Vive la princesse » que l'on n'avait pas entendu dans le pays depuis plusieurs siècles. Cette première visite de la princesse Elisabeth en France marquera à tout jamais la future reine. Face à la gentillesse des Français partout où elle passe, de l'Élysée au château de Versailles, la fille du souverain Georges VI ne peut s'empêcher de s'étonner. Comment est-ce possible que ce sont ces mêmes Français qui ont guillotiné un roi ? C'est ce qu'elle aurait confié à son secrétaire privé, John Colville. 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, la princesse et son époux apprécient cette parenthèse idyllique dans une Europe encore ravagée par le conflit. En Angleterre comme en France, les tickets de rationnement rythment toujours le quotidien de leurs habitants. Certaines denrées sont introuvables. Les jeunes mariés, eux, s'autorisent quelques folies. Pour leur dernière soirée, dans la ville lumière, ils dînent au très chic restaurant La Tour d'Argent, puis s'engouffrent dans un cabaret de la rue Charon, proche des Champs-Élysées. Là, ils écoutent la star française Édith Piaf et les compagnons de la chanson. Et si l'envie de trinquer au célèbre champagne français, sa boisson favorite, a bien démangé la reine, elle s'est abstenue, car depuis 3 mois, elle porte le futur héritier du trône, son fils Charles. Et l'amour que nourrit la princesse Elisabeth à la France ne date pas seulement de ce premier voyage. Elisabeth a 14 ans quand elle se plonge véritablement dans la culture, mais surtout la langue française. En 1940, ses parents introduisent un nouveau professeur dans le cercle fermé des précepteurs qui ont l'honneur de faire cours à la future reine d'Angleterre. C'est ainsi que Marie-Antoinette de Bellègue, une aristocrate francophone belge, est recommandée à la famille royale et donne ses premiers cours de lecture, d'orthographe et de grammaire française à Lilibet. Son apprentissage de la langue de Molière dure 5 ans. Elisabeth est passionnée et parvient à parler couramment notre langue avec un accent imperceptible. La prononciation est claire, le langage évidemment soutenu. En 1948, déjà à 22 ans, lors de son premier voyage à Paris, elle s'adresse au peuple français au sujet de sa vision de l'avenir commun de la France et de l'Angleterre. Pour les hommes qui ont le souci de sauvegarder les principes, à 2 reprises, nous avons, côte à côte, défendu au prix de notre sang. Le moment est venu d'étendre leur horizon bien au-delà de leur propre foyer. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. Elizabeth Bowes-Lyon, la mère de la princesse Elisabeth, est ravie. Elle aussi est une grande francophile. Régulièrement, pendant des décennies, il arrive aux 2 femmes d'échanger en français entre elles. Cette tradition d'enseigner le français aux enfants de la dynastie remonte à la reine Victoria. L'ancêtre d'Elisabeth maniait la langue avec dextérité. Alors forcément, dès qu'elle en a l'occasion, Elisabeth s'octroie une petite escapade en France, que ce soit pour des rencontres officielles ou pour des déplacements purement personnels. Comme ce 10 mars 1956, Elisabeth est à présent reine depuis 4 ans et mère de 2 enfants, Charles et Anne, restés à Londres. Elle débarque d'un avion spécial à l'aérodrome de Campo dell'Oro à Ajaccio. Mais que vient-elle faire sur l'île de Beauté en plein mois de mars ? Ici, nul président à visiter, ni événement mondial qui nécessiterait la présence de la souveraine. Cette escapade de 8 jours est purement récréative. Loin des obligations officielles, Elisabeth II rejoint son cher et tendre le duc d'Édimbourg, arrivé quelques heures plus tôt à bord du yacht royal, le Britannia. À peine la reine a-t-elle posé le pied sur l'asphalte de l'aérodrome que le maire de la ville lui offre une main en corail montée sur un socle en or. Un cadeau très symbolique pour les connaisseurs des traditions corses, puisque sur l'île, cette main en corail est considérée comme le meilleur moyen d'éloigner le mauvais œil. Nul ne sait si la reine croit aux sciences occultes, mais quoi qu'il en soit, son voyage
se déroule sous les meilleurs auspices. Pendant plusieurs jours, à bord du Britannia, elle se laisse porter par les flots bleu-azur de la Méditerranée et s'arrête à Bonifacio, Santa Manza, Le Valinco et Girolata. On raconte que c'est dans ce village uniquement accessible par la mer ou après une marche de 2 heures que la reine, son époux et quelques amis posent pied à terre pour un pique-nique. Quand soudain, une bergère accompagnée de ses brebis passe à côté du petit groupe royal. Sans les reconnaître, elle leur a offert du brochu, ce fromage blanc corse qui fait la fierté de l'île. La reine apprécie ces moments d'intimité où elle se retrouve enfin avec son mari qui peine à trouver sa place depuis son couronnement. Ici, face au lagon, le couple s'émerveille de la beauté des paysages. Là encore, la rumeur raconte qu'après cette croisière du couple royal sur l'île de Beauté, les Ajacciens ont pardonné à l'Angleterre d'avoir envoyé à Sainte-Hélène leur aïeul et héros Napoléon. Cette visite sera la seule de la reine Élisabeth II en Corse, en 73 ans de règne. En revanche, sur le continent, la reine effectue de nombreux séjours. La France reste, durant tout son règne, sa destination de prédilection. Et dès avril 1957, elle honore l'Hexagone de sa venue. Elle est accueillie à l'aéroport au son de la Marseillaise et du God Save the Queen. Le président René Coty, en jaquette et haute forme, excusez du peu, ne regarde pas à la dépense pour ce premier voyage officiel d'Élisabeth II et du duc d'Édimbourg. 1 an après le fiasco du canal de Suez, dans lequel la France et le Royaume-Uni pensaient renverser Nasser, l'objectif est d'oublier cet échec et resserrer encore plus les liens avec l'Angleterre. Déplacement en limousine officielle, dîner gargantuesque dans la Galerie des Glaces de Versailles, croisière sur la Seine avec feu d'artifice au-dessus du pont Alexandre III. Rien n'est trop beau pour impressionner la reine. Et ça marche. Pour preuve, ces quelques lignes extraites du discours d'Élisabeth pendant ce voyage. Tel un cœur battant, l'idéal de la liberté anime le Commonwealth. L'Europe en a toujours été le foyer et la France en est le gardien. Mais il faudra attendre encore plusieurs années pour que le Royaume-Uni intègre officiellement cette grande famille européenne. Enfin, le Royaume-Uni est prêt. Le 1er janvier 1973, le pays intégrera le cercle très prisé des pays appartenant à la communauté économique européenne. La France, longtemps opposée à cette nouvelle venue, a enfin accepté. Quoi de mieux donc pour la reine que de fêter cette nouvelle dans l'Hexagone, l'un des 6 pays fondateurs de la CEE. 1972. C'est donc le 2e voyage officiel de la reine et de son époux en France. Cette fois, c'est le président Georges Pompidou et son épouse Claude qui les accueillent et leur servent de guide durant leur séjour. Opéra Garnier, Hôtel de Ville de Paris, mais aussi les Baux-de-Provence, le couple royal anglais découvre de nouveaux lieux de la culture française. Au-delà de l'Europe, que la Grande-Bretagne va bientôt rejoindre, c'est le couple franco-britannique qu'Élisabeth II et Georges Pompidou veulent développer. La reine l'assume volontiers lors de son discours. S'il est vrai que nous ne conduisons pas du même côté de la route, il est vrai aussi que nous allons dans la même voie. La reine ne tarit pas d'éloges sur ses hôtes et en même temps, président comme citoyens français font tout pour qu'Élisabeth II se sente ici chez elle. Si les spectateurs sont des milliers à suivre les déplacements de la souveraine, Georges Pompidou a vu juste sur l'une des activités qu'il propose à son invité, direction l'ouest parisien en bordure du bois de Boulogne. Là-bas, la reine est dans son élément. Elle assiste à des courses hippiques à l'hippodrome de Longchamp. Jumelle en permanence, vissée sur le bout du nez, la reine apparaît sur des clichés tantôt très sérieuses. Elle observe minutieusement la course qui se joue devant elle, tantôt tout sourire face à ses étalons et juments, lancés à toute allure. Mais la vie ne peut être une éternelle fête. D'ailleurs, en débarquant sur le sol français en cette année 1972, Élisabeth sait qu'elle ne peut retarder plus longtemps une entrevue qu'elle attend, autant qu'elle redoute. Celle avec son oncle Édouard VIII. Souvenez-vous, le fils aîné du roi George V a été obligé de s'exiler en France car le gouvernement anglais n'a pas accepté que ce roi, pendant 11 mois, ait demandé la main de Wallis Simpson, sa maîtresse américaine déjà divorcée 2 fois. Banni d'Angleterre, rejeté par la famille royale, David, pour les intimes, s'est donc réfugié en France. Et après avoir habité dans un hôtel particulier du boulevard Suchet, dans le 16e arrondissement, le duc de Windsor, c'est son nouveau titre, élit domicile dans cette belle bâtisse construite sur un terrain de près de 11 000 mètres carrés au cœur du bois de Boulogne. La villa s'appelle à l'époque le Château du Bois, que le couple fait rebaptiser rapidement Villa Windsor. C'est donc dans cette maison que l'ancien roi anglais a trouvé refuge avec son épouse. Et c'est aussi ici que la reine vient rendre visite à son oncle, accompagnée de son fils Charles et de son époux Philippe. Élisabeth, c'est son oncle mal en point, il est à l'article de la mort. Le pauvre homme
souffre d'un cancer de la gorge qui s'est beaucoup développé. Du peu d'éléments qui lui ont été dévoilés, l'oncle et sa nièce ont pu échanger ce jour-là avec bienveillance et se réconcilier. Sur les rares clichés qui nous sont parvenus, nous pouvons découvrir la reine entourée de son fils Charles, de son mari Philippe et surtout de Wallis Simpson, celle par qui le scandale est arrivé 36 ans plus tôt. Alors forcément, sur la photo presque officielle, rien d'étonnant que la reine ne soit pas tout sourire face aux journalistes. Des jours plus tard, son oncle décède. Une époque vient de s'achever. Désormais, plus aucun roi n'est en vie. Son oncle et son père ont rendu l'âme. Élisabeth, plus que jamais, doit agir et décider seule. Une nouvelle ère est en marche. Certains parlent d'ère élisabéthaine. Mais ne vous méprenez pas. À 46 ans, la reine ne compte pas révolutionner la monarchie britannique, mais elle participe à la modernisation du Royaume-Uni, lentement mais sûrement. Faisons un bond dans le temps. Nous sommes le 6 mai 1994. La reine est de nouveau en France, ni à Paris pour une exposition culturelle, ni en Bourgogne ou en Champagne pour se délecter des nectars locaux. Non, c'est à Coquelles, dans le Pas-de-Calais, qu'elle retrouve avec une certaine émotion le président de la République française, François Mitterrand. Ils sont réunis pour inaugurer un projet pharaonique, le tunnel sous la Manche. Si beaucoup d'Anglais freinaient des quatre fers face à cette construction, à nous la rage et autres pestes européennes, affirmaient certains illuminés, la reine, elle, a toujours soutenu le rapprochement européen. Et ce jour-là, malgré le crachin du nord de la France, elle apparaît très heureuse dans son tailleur monochrome violet d'or clair. J'espère que le trait d'union que sera le tunnel entre nos deux pays viendra attiser encore la curiosité de nos peuples, se réjouit-elle, après avoir coupé le ruban de l'inauguration avec François Mitterrand. Et visiblement, ils ont eu raison. Depuis son ouverture, la ligne a transporté plus de 465 millions de passagers, soit 3 fois la population totale de la France et du Royaume-Uni combinés. Et la reine ne va pas tarder à l'emprunter elle aussi. Et durant tout son règne, Élisabeth II a multiplié aussi bien les allers-retours entre le Royaume-Uni et la France que les bains de foule insolites. Un œuf en chocolat et un bouquet de fleurs, tels sont les cadeaux offerts par les commerçants de la célèbre rue Montorgueil à Paris à la reine d'Angleterre. Mais que fait donc la souveraine la plus connue au monde avec ses présents dans les bras, déambulant dans une rue touristique de la capitale française? Ne devrait-elle pas plutôt enchaîner les rencontres officielles? Nous sommes le 6 avril 2004. La reine Élisabeth II a atterri la veille. Elle vient célébrer le centenaire de l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne. Mais entre son début de règne, il y a plus de 50 ans, et aujourd'hui, les entorses au protocole sont possibles. C'est Bertrand Delanoë, le maire de Paris en personne, qui a tenu à proposer un programme légèrement différent à sa royale visiteuse. Une immersion dans le centre de Paris lui a semblé idéale et insolite. En effet, la rue Montorgueil, longue de 360 mètres, est bordée de part et d'autre par des restaurants typiquement français, des artisans, des fleuristes et surtout de nombreux métiers de bouche. Et c'est un secret pour personne, la reine Elisabeth, comme sa mère d'ailleurs, est une passionnée de gastronomie française. Sa Majesté rencontre alors les employés de la plus ancienne boulangerie de Paris. La boutique a été créée en 1730 par Nicolas Storer. Le pâtissier a travaillé dans les cuisines du roi de Pologne, Stanislas Ier, avant d'entrer officiellement au service de sa fille Marie Ledzinska quand elle épouse le roi de France Louis XV. Alors forcément, la reine Elisabeth est heureuse de découvrir qu'une part de royauté perdure encore dans la capitale française, même si ce ne sont que des murs et des pâtisseries. Entourée du maire de Paris, bien encadré par un imposant service de sécurité, la souveraine savoure ce bain de foule étonnant. Dans son allocution, elle ne manque pas de saluer l'accueil que lui a réservé la France pour la 4e fois de son règne. « Je ne me lasse pas de l'élégance et du charme de Paris », dit-elle. Ce lien étroit entre la Grande-Bretagne et la France, Élisabeth II veut le fortifier dès qu'elle en a l'occasion. Elle invite régulièrement les différents chefs d'État de l'Hexagone à lui rendre visite. Au tout début d'avril 1960, un général d'1,96 m, devenu président de la République française un an auparavant, répond favorablement à l'invitation de la reine. Cet homme, vous l'avez reconnu, c'est Charles de Gaulle. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'il se rend en Angleterre. Pour lui, ce déplacement est hautement symbolique. Ici, Londres. C'est, vous le savez, d'une radio à Londres que le général avait appelé les Français à résister. La capitale anglaise représente donc beaucoup pour lui, et visiblement pour le peuple britannique également. Ils sont environ 100 000 Londoniens à l'acclamer dans les rues, alors qu'il revient tel un pèlerin au siège de la France libre. Juste après, Charles de Gaulle partage une tasse de thé avec le Premier ministre anglais, Sir Winston Churchill.
L'occasion notamment d'évoquer les institutions britanniques, de parler de sa politique atomique, du désarmement. À cette époque, le mur de Berlin n'est pas encore construit. Il le sera 1 an après. Quant à la reine, signe de son profond respect et de sa grande admiration envers le général, elle lui accorde le très rare privilège de saluer la foule depuis le balcon du palais de Buckingham. Voici l'hommage qu'elle lui rend au cours de sa visite. Vous êtes de nouveau parmi nous après une longue absence et vous êtes doublement le bienvenu. D'abord parce que vous êtes le chef de l'État français, ensuite parce que vous êtes le général de Gaulle, notre ami aujourd'hui comme vous l'étiez en 1940, l'incarnation de cette France dont l'esprit est indomptable et dont l'âme ne cédera pas. De Vincent Auriol à Emmanuel Macron, la souveraine s'est entretenue avec tous les présidents français. Certaines attitudes de nos hommes politiques interpellent d'ailleurs la reine, comme en 1974. Elle reçoit à Londres le président fraîchement élu, Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce parce qu'il est né la même année qu'Élisabeth II que VGE imite la reine jusqu'à saluer la foule depuis le carrosse royal? Un moment cocasse, comme le cadeau que la souveraine fait à son visiteur du jour, à sa demande, un labrador noir. Et les couacs ne s'arrêtent pas là. À chaque présidence, son petit pas de côté. François Hollande, lors d'un dîner, aurait mis de côté Sa Majesté, préférant s'adresser à un certain Vladimir Poutine. Nicolas Sarkozy serait quant à lui allé se coucher avant la reine. Mais l'anecdote vraie ou fausse qui est restée dans les annales, c'est le cas de le dire, c'est la flatulence d'un des chevaux de la reine alors que Sa Majesté et le président Jacques Chirac se déplaçaient dans la royale calèche. Élisabeth II se serait alors excusée pour la gêne occasionnée et le président français de répondre avec son humour habituel « Ce n'est pas grave, Majesté, j'ai cru que c'était le cheval ». Mais cette anecdote est prêtée à tous les chefs d'État en visite à Londres. Et les chevaux, la reine aimait en retrouver dans certains lieux bien précis de France, parfois reculés, pour assouvir sa passion équestre, et sans bruit cette fois-ci. Europe 1, historiquement vôtre. C'était il y a 1 an. L'impensable venait d'arriver. Le 8 septembre 2022 à 15h10, heure anglaise, la reine Elisabeth II, 96 ans, a livré son dernier souffle entouré de sa famille au château de Balmoral en Écosse. Après 70 ans, 7 mois et 2 jours de règne, celle qui a su aussi bien protéger la monarchie que la moderniser n'est plus. L'annonce de sa mort 3 heures plus tard est un séisme dans le monde entier. Ceux qui l'aiment, qui l'admirent, des millions de Britanniques, mais pas seulement, lui témoignent leur gratitude devant Buckingham Palace et époque oblige sur les réseaux sociaux. Certains n'hésitent pas à faire plusieurs heures de queue et parcourir les 16 km de file d'attente dans les rues de Londres pour lui rendre un dernier hommage au palais de Westminster. C'est là que son cercueil est exposé pendant 5 jours avant ses funérailles officielles. Parmi les hommes et femmes patientant sagement jour et nuit, des stars, elles aussi, veulent formuler un dernier au revoir à leur reine adorée. Le footballeur David Beckham refuse ainsi de passer par la file VIP et attend près de 12 heures avant de rentrer dans le palais. Il en est de même pour l'actrice Tilda Swinton ou la célèbre présentatrice de télévision Sharon Osbourne. Le 19 septembre 2022, 11 jours après son décès, les funérailles de la reine la plus célèbre au monde monopolisent toutes les chaînes d'information et bouleversent les agendas diplomatiques des grands de ce monde. 2000 invités, dont 500 dirigeants, ont fait le déplacement tout spécialement. Cette organisation des funérailles très millimétrée ne tient pas du hasard. Elle s'appelle l'opération London Bridge et a été élaborée depuis les années 60 en prévision du décès de la reine. Élisabeth II a simplement pulvérisé tous les records et a attendu plus de 70 ans pour, exceptionnellement dans sa vie, faire à son tour sa révérence. La cérémonie à laquelle assistent entre autres le nouveau roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, les princes William, Harry et l'épouse du prince William, Kate, est retransmise en direct partout dans le monde. Souvenez-vous, en 1953, lors du couronnement, la reine avait déjà tenu à ce qu'il soit pour la première fois diffusé à la télévision. Sauf que cette fois-ci, les audiences sont évidemment plus stratosphériques. Je crois que tout le monde, à la télé ou Internet désormais, 1 Britannique sur 2 suit les funérailles de la souveraine et dans le monde, ce ne serait pas moins de 4,1 milliards de téléspectateurs postés devant leur écran. Il faut dire qu'en 70 ans, Élisabeth II a été au cœur de toutes les attentions. Dès son couronnement, le 2 juin 1953, la reine fascine. Elle est la 6e femme à diriger l'Empire britannique. Elle a 27 ans et fait entrer la monarchie dans la modernité en insistant pour que sa cérémonie soit filmée. Au total, ce sont 277 millions de téléspectateurs qui assistent en direct à son sacre. Et tout au long de son règne, elle devra toujours composer
avec ses millions de regards qui convergent vers elle et scrutent tout autant ses rencontres officielles que ses tenues, aux couleurs flashy. Devenir reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres pays de Commonwealth n'est pas une sinécure. Élisabeth s'est préparée à cette charge importante, mais très vite, elle est plongée dans le grand bain des obligations monarchiques. 5 mois après son couronnement, elle effectue une tournée dans le Commonwealth. Durant tout son règne, elle n'aura de cesse d'assainir les relations avec les autres royaumes. Alors, pendant les 6 mois que dure son premier voyage officiel en tant que souveraine, Élisabeth II ne chôme pas. Elle assiste à plus de 200 cérémonies officielles. La toute jeune reine ne veut faire l'impasse sur aucune halte. Les îles Fidji, la Jamaïque, Ceylan. Elle honore de sa présence ces peuples qui l'attendent depuis des mois et préparent sa venue avec minutie. Désireuse de montrer son énergie à fédérer le Commonwealth, elle brave les éléments avec détermination. À Colombo, par exemple, une garden party est donnée en son honneur, mais des pluies torrentielles s'invitent à la cérémonie. Élisabeth, comme les invités, résiste et on entonne un Singing in the Rain, chantons sous la pluie, plus que de circonstances. Plus tard, elle visite la ville minière de Kalgoorlie, dans le sud-ouest de l'Australie. Erreur. Malgré les quantités incalculables d'insecticides utilisés avant son arrivée, la reine est poursuivie en permanence par des essaims de mouches. Élisabeth II préfère réagir avec une pointe d'humour et conclut qu'elle semble plutôt se multiplier au contact de l'insecticide. Voyage à travers le monde, rencontre avec les chefs d'État, entretien avec ses premiers ministres successifs, ouverture du Parlement. S'il y a bien une qualité que personne ne peut contester à la reine, c'est son énorme capacité de travail. Depuis ses plus jeunes années, contrairement à sa petite sœur Margaret, bien plus distraite et oisive, Élisabeth est un bourreau de travail. Le problème, c'est qu'à force de trop vouloir rentrer dans le rang, elle en devient trop scolaire. Et assez rapidement, ses détracteurs commencent à pointer du doigt son manque de naturel, sa manie de lire ses discours sans jamais s'en détacher, et donc de s'adresser à son auditoire sans réelle sincérité. Elle donne alors l'image d'une reine corsetée, dans un modèle de souverain un peu dépassé. Alors, rien de surprenant que les critiques s'abattent sur elle. Le premier, peut-être le plus virulent, s'appelle Lord Altrincham. Le rédacteur en chef de la National English Review ne mâche pas ses mots. Quand la reine aura perdu la fleur de sa jeunesse, sa réputation dépendra bien plus qu'aujourd'hui de sa manière d'être. La personnalité qu'on devine à travers les mots qu'on a le malheur de lui mettre sur les lèvres est celle d'une pionne d'internat, chef d'équipe de hockey et débutante guindée. Nombreux sont ceux à reprendre ces mots et à continuer d'asséner de violentes charges contre la souveraine. Et malheureusement, Élisabeth et son époux commettent des impairs, ce qui n'arrange pas l'image déjà écornée que font d'eux et de la monarchie certains journalistes à la plume acide. Arrêtons-nous un instant sur l'année 1961. Élisabeth II et son époux Philippe, duc d'Édimbourg, sont en voyage en Inde. Le dernier souverain britannique à s'être rendu dans la péninsule, c'était son grand-père, le roi George V, en 1911. Le programme du couple royal est assez basique. Cérémonies officielles, dîners, récitals de musique, feux d'artifice, éventuellement des distractions comme la chasse à la perdrix et au canard. Mais le duc d'Édimbourg va préférer s'attaquer à de plus grosses cibles. À Udaipur, Philippe tue un crocodile. Au Rajasthan, il abat un tigre. Au Népal, sa victime est un rhinocéros blanc d'Afrique. Informés, les journaux britanniques font leur chou gras de ces bains de sang royaux et épinglent les nombreuses parties de chasse auxquelles le duc participe. La reine Élisabeth est elle aussi au cœur de la tourmente. Les articles mentionnent les aménagements invraisemblables qui ont été réalisés pour l'accueillir. La tente du couple serait équipée d'une baignoire en émail avec eau courante, chauffée, et posséderait des toilettes avec chasse d'eau et sièges de velours rouge. Visiblement, le vent tourne pour Élisabeth. S'il y a encore quelques années, son étincelante jeunesse jouait en sa faveur, désormais ses moindres déplacements, allocutions, sont passés au peigne fin. Et force est de constater que la petite fille appliquée d'antan ne cumule plus autant les bons points auprès du peuple britannique. Élisabeth n'a pas le choix. Si elle est amenée à diriger le Commonwealth pendant encore plusieurs décennies, il faut qu'elle casse la barrière qui la sépare de son peuple. Elle, la privilégiée, doit trouver une solution pour apparaître moins froide, moins inaccessible, plus proche de ses sujets et donc plus humaine. Et pour redorer le blason de la famille royale, son époux, le duc d'Édimbourg, lui souffle une idée. Pourquoi ne pas accepter l'idée des chaînes BBC et ITV d'un documentaire sur le quotidien de la reine et de ses proches, intitulé Royal Family ? Pour la première fois, les spectateurs et donc les citoyens britanniques pénétraient dans l'intimité de la famille royale, du jamais vu. Deal, la reine accepte le projet. Pendant environ 1 an, au palais de Buckingham comme au château de Windsor, les caméras captent des moments de vie, d'intimité de la souveraine en famille.
autour d'un barbecue avec son mari, en balade avec ses fidèles chiens corgis. Pendant 110 minutes, on humanise les membres de la famille royale. On les entend parler entre eux, là où jusqu'à présent on observait des visages figés sur lesquels des commentateurs posaient leur voix, décryptaient un événement et interprétaient leurs paroles. Lors de sa première diffusion, le documentaire que les détracteurs présentent comme un film de propagande monarchique est un carton d'audience. Plus de 23 millions de téléspectateurs restent scotchés devant leur écran. Le documentaire s'exporte partout dans le monde, au Canada comme au Moyen-Orient. Le pari est réussi, il fait oublier un temps les reproches à l'égard des membres de la famille royale. On redécouvre une reine souriante, bienveillante, plus naturelle. Et forcément, ce film unique en son genre génère de juteux bénéfices dont la reine profite. Élisabeth II récupère environ 100 000 livres. On raconte qu'elle en utilise 8 000 pour rénover l'éclairage de la galerie royale à Buckingham et elle fait don d'une partie des recettes à des œuvres de charité. Ah, l'argent, les dépenses royales, des sujets qui crispent de plus en plus l'opinion publique, notamment dans les années 70, où la situation économique se tend subitement. Le pouvoir d'achat des Européens et donc des Anglais se réduit comme peau de chagrin, alors la question des dépenses de la reine et du coût de la royauté s'invite souvent dans les débats. Côté famille royale, c'est le duc d'Édimbourg en personne qui plaide la cause de son épouse. En effet, dans 2 émissions américaines différentes, il explique posément que les ressources financières royales se tarissent, notamment car la liste civile n'a jamais été augmentée. La liste civile, c'est la somme d'argent mise à la disposition de la reine par l'État. Philippe a visiblement fait mouche. Une commission voit le jour et après plusieurs mois d'enquête, les experts rendent leur rapport. Effectivement, la liste civile d'Élisabeth II mériterait d'être réévaluée, ce qui n'a jamais été fait depuis son couronnement. Il y a plus de 17 ans, de 475 000 livres, elle passe à 980 000 livres par an. Petit à petit, la reine parvient à se faire accepter par la population et les différents gouvernements. En revanche, si elle a réussi à travailler de concert avec Sir Winston Churchill, sa relation avec la dame de fer Margaret Thatcher va se révéler plus chaotique. Pourtant, les 2 dames possèdent des points communs qui pourraient les rapprocher. Elles sont quasiment du même âge, ont été proches de leur père, ont le patriotisme chevillé au corps, mais leurs personnalités divergent sacrément. La femme politique est agressive, la souveraine est tempérée. Malgré leurs nombreux échanges entre 1979 et 1990, la mayonnaise ne prend pas. Il faut dire que ces 2 femmes, au caractère bien trempé, doivent faire face à des problèmes quotidiens qu'elles veulent absolument résoudre. Les syndicats, les mineurs, pour Thatcher, les déséquilibrés meurtriers pour Élisabeth II. À 6 reprises, durant son règne, on a attenté à la vie de la reine. Parmi les tentatives, remontons le temps jusqu'au 13 juin 1981. Comme chaque année, Élisabeth II revêt sa tenue rouge de cavalière et chevauche son cheval lors du traditionnel Chopping the Colour, un rassemblement militaire pendant lequel on célèbre l'anniversaire officiel du souverain, en l'occurrence la reine. Ce jour-là, Marcus Sargent, un jeune homme de 17 ans, tire 6 balles à blanc sur la royale cavalière. Dans l'assistance, c'est la panique. Le jeune homme est rapidement maîtrisé. Élisabeth s'en sort indemne. 1 an plus tard, autre problème. Un déséquilibré nommé Michael Fagan s'introduit en pleine nuit jusque dans la chambre de la reine qui réagit avec flegme, so British, puisqu'elle discute avec son visiteur potentiellement dangereux, le temps que les secours ne l'interpellent. Être reine, c'est aussi savoir garder son sang-froid en toutes circonstances. Pourtant, le pire est à venir et la menace contre toute attente ne viendra pas d'illustres inconnus. En 1992, la reine est censée fêter les 40 ans de son règne. Des festivités sont organisées. A priori, l'année devrait être faste et pourtant, elle ne restera pas dans les annales, ou plutôt si, mais comme l'annus horribilis. C'est ainsi qu'Élisabeth II surnomme 1992. Elle subit de plein fouet la loi des séries. 3 de ses enfants se séparent. Un crime de lèse-majesté pour la reine pour qui le couple éternel n'est pas une option. C'est un modèle que l'on doit s'imposer. Sa fille Anne ouvre ainsi le bal en avril de cette même année. Pour ne pas faire trop d'esclandre, la princesse se remarie la même année avec l'ancien écuyer devenu capitaine, Timothy Lawrence. Plus tard, ce sont les photos de Sarah Ferguson, l'épouse du prince Andrew, qui rendent fou la reine et son mari, le duc d'Édimbourg. Leur belle-fille apparaît dans tous les tabloïds anglais avec son amant conseiller financier. Sur un cliché, elle est allongée lascivement et se fait enduire de crème solaire. Sur un autre, elle est tout simplement seins nus, comble de la vulgarité pour un membre de la famille royale. Sur une autre photo volée, vous découvrez la jeune femme se faisant lécher des orteils. Le couple se sépare en cette année 92, mais divorcera officiellement 4 ans plus tard. Enfin, le mercredi 9 décembre 1992 à 15h30, à la Chambre des communes, le Premier ministre, John Major, se lève et passe derrière le micro. Le palais de Buckingham annonce aujourd'hui avec regret que le prince et la princesse de Galles ont décidé de se séparer.
Leurs Altesses royales n'ont aucune intention de divorcer et leur statut constitutionnel n'en est pas affecté. Ils ont pris cette décision d'un commun accord et continueront tous deux à prendre leur part dans l'éducation de leurs enfants. Oui, Charles et Diana rompent donc à leur tour. Ainsi, sur ces 4 enfants, 3 se sont séparés la même année. Pour la reine, la pilule a du mal à passer. Et l'année n'est pas terminée. Et les déconvenus non plus. Car si le torchon brûle dans les différents couples royaux, les rideaux flambent vraiment au château de Windsor. Le 20 novembre 1992, une lampe met le feu au rideau de la chapelle de la reine. Un immense incendie se déclare. Elisabeth II est anéantie. Ce château, c'est son préféré. Chaussée de ses bottes, la reine erre sur les ruines de la bâtisse. Les dégâts sont immenses et les réparations estimées entre 20 et 40 millions de livres. Les Anglais sont furieux. La journaliste Janet Daly résume bien leur colère dans son article du Times. Quand le château est intact, il est à eux, mais quand il brûle, il est à nous. La reine, qui pendant des années semblait avoir remonté dans l'estime de ses sujets, est redescendue en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, et un événement tragique ne va pas l'aider à regagner leur confiance. Le 31 août 1997, en pleine nuit, la princesse Diana, poursuivie par les paparazzi, meurt. La voiture dans laquelle elle était avec son compagnon de l'époque, Dodi Al-Fayed, a percuté un poteau sous le tunnel du pont de l'Alma à Paris. À Londres, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Alors que William et Harry, ses enfants, pleurent leur mère disparue subitement, la reine, elle, les protège et est aux abonnés absente. Elle reste à Balmoral, hors de question d'écourter ses vacances. De même, elle refuse que les drapeaux de Buckingham Palace soient mis en berne. C'est un honneur uniquement réservé aux souverains décédés. Pas un mot, pas un communiqué pour témoigner de sa compassion dans cette terrible épreuve. Le peuple, qui avait surnommé Diana la princesse des cœurs, lui reproche son manque de réactivité et d'humanité. Et encore et toujours, ce sont les journaux qui se font le relais nauséabond de cette colère populaire. Les titres s'attaquent directement à la souveraine. « Parlez, madame, votre peuple souffre. Où est la reine quand le pays a besoin d'elle ?» Il faut attendre 5 jours pour qu'Élisabeth II brise enfin le silence et évoque lors d'une allocution la mort de Diana qu'elle confie avoir admirée et respectée. Et quand le cortège passe devant elle, avec la dépouille de Diana, la reine incline la tête. Par ce signe de respect, elle accepte de montrer à ses sujets son humanité, sa solidarité avec eux dans leur peine. Désormais, la reine change son fusil d'épaule et aborde le XXIe siècle plus sereinement. Moins arc-boutée sur ses positions, elle va véhiculer cette image de grand-mère chaleureuse et espiègle que beaucoup de petits-enfants rêveraient d'avoir. Ce vendredi 27 juillet 2012, Londres est au cœur de toutes les attentions. Ce soir-là a lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été. Un mini-film est alors diffusé. En guest star, Daniel Craig dans le rôle de James Bond et dans celui de la reine elle-même. Pour la première fois de sa vie, Elisabeth II a accepté de jouer son propre rôle pour mettre en scène son arrivée dans le stade olympique. Seul bémol, si c'est bien elle qui marche aux côtés de Daniel Craig à Buckingham Palace, c'est sa doublure qui saute en parachute d'un hélicoptère. Si en vieillissant, la souveraine semble vouloir bousculer le protocole, il y a quand même des limites qu'elle ne franchit pas et elle sait aussi dire non. Non, c'est ce que la reine a dit pendant longtemps. Pourtant, ils se sont dit oui. Ils, ce sont Charles et sa dulcinée depuis 35 ans, Camilla Parker Bowles. Le 9 avril 2005, leur amour est enfin reconnu officiellement et la reine en personne tient à les féliciter. Elle accueille leur réception au château de Windsor et prononce même un petit discours. En dépit de toutes sortes d'obstacles terribles que mon fils a surmontés, je suis très fière et je leur souhaite le meilleur. C'est la reine en personne qui insiste lors de son jubilé en 2022 où elle apparaît très affaiblie pour que Camilla soit faite reine consort quand Charles la remplacera à la tête de la monarchie. Quelle avancée au regard des scandales qui ont émaillé le règne d'Élisabeth. A-t-elle pas mis de solides distances avec son oncle, le duc de Windsor, lui qui avait renoncé au trône pour se marier avec Wallis Simpson, une Américaine déjà 2 fois divorcée? Élisabeth n'a-t-elle pas œuvré pour que sa sœur Margaret se soumette à l'avis négatif du gouvernement quand elle avait souhaité se marier avec l'écuyer du roi George VI, Peter Townsend, car celui-ci était déjà divorcé? La reine, avec le temps, a donc su revenir sur ses positions parfois trop tranchées. Elle a sans doute compris que du bonheur réel des membres de la famille royale dépend la pérennité de la monarchie. Quand son petit-fils Harry lui apprend qu'il aimerait se marier avec une actrice américaine divorcée, métisse et de 3 ans son aînée, Meghan Markle, la reine ne s'y oppose pas. Ne pas commettre les erreurs du passé, montrer l'exemple, servir de guide pour les générations futures, c'est ce qui anime la reine dans les dernières années de sa vie. En 2021, alors qu'elle reçoit sa première dose de vaccin contre le coronavirus, elle incite les Britanniques à l'imiter. C'est évidemment difficile pour les gens s'ils n'ont jamais été vaccinés,
ils devraient penser à d'autres personnes plutôt qu'à eux-mêmes. Malheureusement, quelques mois plus tard, son roc, l'un des piliers de sa vie, le prince Philippe, décède. La reine est anéantie. Les observateurs disent qu'elle est au crépuscule de sa vie et donc de son règne. Ils n'ont pas eu tort. Après 70 ans, 7 mois et 2 jours à la tête du royaume, Sa Majesté la reine Elisabeth II s'éteint à son tour. Seule consolation, après Louis XIV, son règne est celui qui aura été le plus long. Europe 1, historiquement vôtre.